Les vrais Peaky Blinders. L'histoire de la bande de Birmingham. Que penserais-tu si je te disais que la série Peaky Blinders est inspirée de faits réels? Oui, les Peaky Blinders ont bel et bien existé, mais pas de la manière que tu imagines. Tu seras peu être déçu d'apprendre qu'il n'y a jamais eu de véritable Thomas Shelby, ni d'Arthur Shelby, ni même de famille Shelby, ou d'organisation portant ce nom. Les vrais Peaky Blinders dominaient les rues de Birmingham bien avant les années 1920. Contrairement à la série, leur bande n'était pas aussi structurée, mais leur violence et leur brutalité étaient sans égale. Et même si, dans la fiction, l'histoire se déroule dans les années 1920, en réalité, bien avant cette époque, il existait déjà une bande qui terrorisait la ville. Ils étaient connus sous le nom de Boys of Birmingham, et leur chef s'appelait Billy Kimber. Cela te donne matière à réflexion, n'est-ce pas? Te souviens-tu du gangster qui apparaît dans l'épisode 2 de la première saison, celui qui entre dans le bar des Shelby pour parler à Tommy? Si l'on devait choisir un personnage qui ressemble vraiment à Tommy, ce serait lui. Enfin, sauf pour quelques détails, et c'est un euphémisme. Mais en réalité, ce n'était pas le seul personnage inspiré de personnes réelles. Darby Sabini et Alfie Solomons ont également existé dans les années 1920. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi t'expliquer qui étaient les véritables Peaky Blinders. Les vrais Peaky Blinders. L'unique objectif de cette vidéo est de relater des faits historiques. En aucun cas, récit mafieux n'approuve le crime organisé, ni les comportements qui en découlent. Avertissement. Cette vidéo contient quelques spoilers. Partie 1. L'histoire des véritables Peaky Blinders. Pour comprendre l'origine des véritables Peaky Blinders, il faut d'abord parler des sluggers, un terme que l'on pourrait traduire par cogneur ou voyou. À l'origine, ce mot était utilisé dans le monde de la boxe dans les années 1820, mais il est vite sorti du ring pour envahir les rues. Pourquoi est-il important de mentionner les sluggers ou les soi-disant bandes de sluggers? Parce que c'est ici que commence réellement l'histoire. Pour cela, il faut remonter à la fin des années 1850 en Angleterre. À cette époque, le pays traversait de graves difficultés économiques. Ces difficultés ont entraîné un problème encore plus grand, l'augmentation de la violence dans les quartiers les plus pauvres. Cette violence a profondément marqué Birmingham pendant toute la seconde moitié du 19e siècle, notamment avec l'apparition de bandes de jeunes voyous, qui allaient plus tard être connus sous le nom de sluggers. Les sluggers étaient des individus sans scrupules qui passaient leur temps dans les rues les plus misérables de Birmingham, volant les passants, agressant d'autres personnes ou se battant violemment entre eux. Leur seul objectif était de s'adonner à des activités illégales et de semer le trouble. On raconte que ces bandes de jeunes voyous ont commencé à se former à la fin des années 1850, en réponse à la décision de la police, sous la pression des classes aisées, de prendre des mesures drastiques contre leurs crimes. Cependant, beaucoup de jeunes de la ville ne se laissèrent pas intimider et se regroupèrent pour former des bandes qui défiaient ouvertement les forces de l'ordre. C'est à partir de là que sont nées les bandes de sluggers, le point d'origine des véritables Peaky Blinders. Après les interventions de la police, les sluggers et les membres de ces bandes se sont organisés de manière plus structurée, avec l'intention de s'opposer aux forces de l'ordre et de poursuivre leurs activités illicites sans craindre les représailles. Ces voyous étaient absolument impitoyables. Ils ne se contentaient pas d'agresser la police, ils attaquaient aussi quiconque croisait leur chemin, hommes, femmes, jeunes ou personnes âgées. Des bandes de ce type ne se limitaient pas à Birmingham. On en trouvait également dans d'autres villes comme Manchester, Salford, Liverpool ou Londres. Cependant, c'est à Birmingham que les crimes les plus brutaux furent commis. Grâce à ces événements, la ville acquit à la fin du 19e siècle la réputation d'être l'une des plus violentes de Grande-Bretagne. Dans les rues sombres et crasseuses de Birmingham, les bandes de criminels régnaient sans pitié. Chacune de ces bandes était composée d'une centaine de jeunes, la plupart armés de couteaux, de lames de rasoir ou de marteaux. Habitués au vol, aux émeutes et aux meurtres, ils instaurèrent une atmosphère terrifiante qui marqua profondément la ville. La police fit tout son possible pour contrôler cette situation chaotique, mais en raison d'un manque cruel d'effectifs, elle ne pouvait pas faire grand-chose. La violence des bandes s'intensifia dans les années 1870. À cette époque, il n'était pas rare de voir des groupes de plusieurs centaines de jeunes s'affronter dans des combats qui duraient souvent des heures,
et parfois se terminaient par des morts. Les slogueurs étaient capables de tout, et ce rapport de police, daté du dimanche 7 avril 1872, en est une preuve accablante. Ce jour-là, un groupe de jeunes, composé d'environ 400 individus, se rassembla dans le quartier de Cheapside avec un seul objectif, semer le chaos. Ils brisèrent des vitres et provoquèrent un désordre général dans la zone, laissant les habitants terrifiés. Ensuite, ils se dirigèrent vers Hill Street, où ils poursuivirent leur destruction, lançant des briques et des pierres contre les vitrines des commerçants. L'un d'eux fut frappé et dut être transporté à l'hôpital. Mais ces jeunes voyous ne s'arrêtèrent pas là. Certains d'entre eux allèrent même jusqu'à arrêter des passants pour les terroriser et les insulter. Ce n'est que lorsqu'un groupe de policiers arriva pour les disperser que tous ces fauteurs de troubles décidèrent de fuir et de retourner à Cheapside, leur quartier natal. Ceci n'est qu'un exemple de ce dont ils étaient capables. Et, soit dit en passant, 3 jours après ces événements, les mêmes jeunes voyous recommencèrent. Armés de bâtons et de grosses pierres, entre 70 et 80 d'entre eux se réunirent près du centre de Birmingham. Et qu'ont-ils fait? Ils ont lapidé un agent de police. 2 d'entre eux furent arrêtés, et devine quoi? Le premier, nommé John Gibbon, n'avait que 13 ans, et le second, Michael Lowry, 1 an de plus, 14 ans. Oui, la plupart des slogueurs étaient des adolescents, mais ne te laisse pas tromper par leur apparence. Si un jour tu avais le malheur de croiser leur chemin, les conséquences pouvaient être dévastatrices. Le témoignage du magistrat Alderman Melson, l'une des victimes des émeutes du 7 avril 1872, en est la preuve. Le jour où les slogueurs détruisirent tout sur leur passage dans la maison de M. Melson, ce dernier ne comptait pas les laisser faire. Armé d'un bâton, il sortit pour les affronter et tenter de les faire fuir. Mais son fils intervint, et ce qui suivit se transforma en véritable cauchemar. Le jeune homme suivit la bande et parvint à attraper leur chef. Cependant, il se retrouva complètement seul face à eux et fut violemment attaqué. Les conséquences furent effroyables. Le fils de May. Melson rentra chez lui couvert de sang, la lèvre fendue et le corps couvert d'hématomes. Comme tu l'auras deviné, les slogueurs ne faisaient preuve d'aucune pitié. Alors, comment expliquer cette escalade de violence à Birmingham à la fin du 19e siècle? Tout d'abord, on peut expliquer cette violence par l'absence de lieux de loisirs pour les jeunes des quartiers les plus pauvres. En raison des lois du travail de l'époque, les garçons, qui travaillaient généralement dans les usines, n'étaient pas autorisés à travailler après 18 heures. Ainsi, après leur journée de travail, ils se retrouvaient dans les rues à chercher comment occuper leur temps. Malheureusement, ce temps libre se transforma bien souvent en délinquance. Mais il existe une autre raison qui explique cette escalade de violence. Une raison qui remonte aux années 1840, lorsque la classe ouvrière de Birmingham développa un profond ressentiment envers la police. Les agents chargés de faire respecter la loi étaient perçus par les habitants des quartiers pauvres comme des ennemis. Cette hostilité naquit lorsque les forces de l'ordre commencèrent à intervenir davantage dans les zones les plus marginalisées. Leurs méthodes évoluèrent. D'une simple présence dans les rues, elles passèrent à une approche beaucoup plus coercitive et punitive. C'est alors que surgirent les slogueurs, ces bandes de jeunes voyous et fauteurs de troubles. La rue appartenait aux slogueurs, c'était leur seul espace de liberté, et il n'était pas question pour eux de laisser la police s'y imposer. Dans un pays où tant de choses leur étaient refusées, la rue était tout ce qu'il leur restait. Entre 1867 et 1880, la criminalité atteignit son apogée. Durant cette période, une violence systématique contre la police s'installa, notamment lorsque celle-ci tentait de réprimer les émeutes provoquées par les slogueurs. Ces voyous, avec leur jeu de paris préféré, le pitch and toss, un jeu consistant à lancer une pièce de monnaie le plus près possible d'un repère, faisaient souvent un vacarme assourdissant qui troublait la tranquillité des citoyens respectables de Birmingham. À plusieurs reprises, les agents de police tentèrent d'intervenir, mais les jeunes voyous les repoussèrent systématiquement à coups de pierre. Lors de ces troubles, certains officiers furent grièvement blessés, obligeant même certains habitants à se mobiliser pour affronter les slogueurs. L'inaction de la police face à cette situation fut longtemps critiquée par les journaux et par les habitants eux-mêmes, qui étaient à bout face à ce chaos. Mais le même problème persistait. Les forces de l'ordre étaient largement dépassées par le nombre d'émeutiers. Prenons l'exemple de l'année 1867,
lorsque le département de police de Birmingham ne comptait que 400 agents, soit un policier pour 813 habitants. Avec de telles statistiques, comment pouvait-on espérer résoudre le problème? Il n'est donc pas surprenant que, dès lors, les conflits liés aux bandes se soient intensifiés. Les vermines de Birmingham continuaient à harceler les agents chaque fois qu'ils tentaient d'arrêter leur jeu d'argent. Les agressions contre les passants se poursuivaient et les bagarres entre bandes se multipliaient. En résumé, les rues de Birmingham devenaient, nuit après nuit, le théâtre d'une violence presque incontrôlable. La brutalité qui régnait dans les quartiers les plus pauvres de la ville attira finalement l'attention nationale, et Birmingham fut méprisé dans tout le Royaume-Uni. À la fin des années 1880, les slogueurs continuaient de semer le chaos à travers Birmingham. À cette époque, les bandes de voyous étaient une présence constante. De plus en plus de groupes virent le jour, et c'est ainsi que naquit le nom de Peaky Blinders. Oui, ce n'est qu'en 1890 que le terme Peaky Blinders apparut pour la première fois. Mais alors, qui étaient-ils? Selon les récits de l'époque, ils étaient considérés comme l'une des bandes de rue les plus redoutées de Birmingham. On pourrait croire qu'ils ressemblaient aux personnages bien habillés, charismatiques et respectés par la classe ouvrière de Birmingham, comme dans la série. Mais en réalité, c'était tout le contraire. Issus de quartiers très pauvres, ils n'avaient absolument pas les moyens de s'habiller comme Thomas Shelby et les autres protagonistes de la série. Dans la lignée des slogueurs, ils étaient peu respectables, à peine éduqués, et causaient de véritables ravages parmi la population de Birmingham. C'étaient de simples voyous, des voleurs, des agresseurs de femmes, qui limitaient leurs crimes à une échelle purement locale. En résumé, il n'y avait rien de remarquable ni de glamour chez eux. Mais une question demeure. D'où vient le nom Peaky Blinders? Existe-t-il des éléments qui nous éclairent davantage sur cette célèbre bande? En espagnol, Peaky Blinders se traduit littéralement par « casquettes aveuglantes ». Pourquoi casquettes aveuglantes? Parce qu'à l'époque circulait une rumeur selon laquelle les Peaky Blinders cousaient des lames de rasoir à l'avant de leurs casquettes. Cela, disait-on, leur était utile lors des bagarres, car ils pouvaient s'en servir comme arme. La lame entaillait le front de leurs adversaires, faisant couler le sang dans leurs yeux et les aveuglant temporairement. Mais, cette légende est-elle vraie? Les Peaky Blinders cachaient-ils vraiment des lames de rasoir dans la visière de leurs casquettes? Eh bien, au risque de te décevoir, la réponse est plus proche du non que du oui. Tout d'abord, il n'existe aucune preuve pour étayer cette histoire. De plus, il aurait été pratiquement impossible pour les Peaky Blinders de se procurer des lames de rasoir avec une telle fréquence. En effet, à la fin du 19e siècle, les lames de rasoir jetables n'étaient ni courantes ni bon marché. En général, les jeunes de l'époque utilisaient des coupe-choux pour se couper les cheveux ou se rendaient simplement chez le barbier. Alors, si cette anecdote est un mythe, quelle est la véritable origine de ce nom? En réalité, le terme Peaky Blinders viendrait du fait que ces voyous portaient leur casquette d'une manière particulière, inclinée sur le côté et rabattue de telle sorte que l'on voyait à peine leurs yeux. D'où le terme « casquettes aveuglantes ». Au final, cela ne relevait que d'un style vestimentaire. En fait, on peut brièvement en parler, car ce style est passé par deux phases. La première consistait en des pantalons à jambes larges au bas, une ceinture à boucles, des bottes, une sorte de veste, une écharpe voyante et un chapeau melon à large bord. La coiffure qui complétait cette tenue était une coupe très courte, avec une longue mèche tombant en biais sur le front. Puis, un autre style fit son apparition et introduisit deux changements importants. Les Peaky Blinders troquèrent leur chapeau melon contre des casquettes plates et leur coiffure évolua, de la mèche courte à une frange qui, selon les témoignages de l'époque, donnait à celui qui la portait un aspect presque diabolique. Côté armes, les Peaky Blinders utilisaient généralement des ceintures, des bâtons, des briques, des couteaux américains, des couteaux de poche et, parfois même, des boyaux de chat auxquels étaient attachées des pierres à l'extrémité. Bien que les Peaky Blinders aient été connus comme une bande dans les années 1890, il est important de préciser qu'à partir du début du XXe siècle, le terme devint une expression générique pour désigner tout type de voyous à Birmingham, qu'ils fassent partie d'une bande organisée ou non. Issus de parents négligents et de milieux défavorisés, la rue était, tout comme pour les slogués avant eux, leur terrain de jeu favori. Dès leur plus jeune âge, ils traînaient dans les rues avec d'autres garçons de leur âge
pour commettre toutes sortes de délits. Les Peaky Blinders avaient entre 12 et 30 ans. Parmi eux, on peut citer Charles Lambourne, âgé de 12 ans, David Taylor, 13 ans, ou encore Henry Fowler, un autre jeune Peaky Blinder probablement du même âge. Malgré le fossé qui les séparait du monde respectable, les Peaky Blinders ne vivaient pas en marge de la société. En réalité, la plupart d'entre eux résidaient dans les quartiers les plus pauvres de Birmingham, au sein de la classe ouvrière. Ils étaient intégrés à leur communauté et travaillaient comme tout le monde. Leurs emplois étaient assez variés pour l'époque. Certains étaient ouvriers dans des usines, d'autres travaillaient dans le commerce du cuivre comme doreurs à la feuille. En fin de compte, c'étaient des jeunes très travailleurs, mais une fois rentrés chez eux après leur journée de travail, ils se consacraient à des activités de loisirs violentes. Les Peaky Blinders étaient considérés comme les plus redoutables, et ce n'est qu'au sein de leur groupe qu'ils osaient défier la police et commettre leurs crimes. Bien qu'ils suivent généralement les ordres d'un chef, leur bande n'était pas très bien organisée. Leur objectif, toutefois, n'était pas de s'enrichir. Non, non. Bien que certains pratiquaient l'extorsion par le biais de la protection, la plupart des Peaky Blinders n'avaient qu'une seule obsession, se battre. Parfois, certains Peaky Blinders étaient arrêtés, mais ils s'en sortaient toujours et recevaient des peines relativement légères. Quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois de prison, mais curieusement jamais des années. Au final, cette indulgence de la justice ne fit que les encourager à poursuivre leurs activités. L'exaspération des habitants de Birmingham devint de plus en plus palpable et se fit entendre plus fréquemment. Il faut les comprendre. Il était impossible pour eux de se promener la nuit sans croiser des bandes de jeunes retardataires qui les agressaient et les dépouillaient. Plus tard, cette zone fut surnommée la ville des Peaky Blinders. En conséquence, Birmingham vit sa violence croître encore davantage. Les rues étaient infestées de ces voyous, qui ne cessaient de terroriser les honnêtes gens, encore et encore. Heureusement, le règne des Peaky Blinders allait bientôt toucher à sa fin. Partie 2. L'éradication des Peaky Blinders. Dans la série Peaky Blinders, notamment dans les saisons 1 et 2, apparaît un personnage nommé l'inspecteur Campbell. Son objectif principal dans l'histoire est d'éradiquer le crime et la corruption à Birmingham. Imposant physiquement et rusé, il fait de la lutte contre le milieu criminel sa mission personnelle, se concentrant particulièrement sur la famille Shelby. Cependant, après plusieurs épisodes, Campbell échoue dans sa mission et ne parvient pas à vaincre les Peaky Blinders. On pourrait croire qu'il en a été de même dans la réalité, mais ce n'est absolument pas le cas. En effet, l'histoire vraie des Peaky Blinders a aussi son propre inspecteur Campbell, bien qu'il s'agisse ici de Charles Houghton Rafter, un officier de police originaire de Belfast qui, contrairement au personnage fictif, réussit à vaincre la mafia. Face à la vague de brutalité qui frappait Birmingham à la fin du 19e siècle et au meurtre de policiers par les Peaky Blinders, Charles Rafter fut nommé chef de la police de la ville. Pour les habitants locaux, les Peaky Blinders avaient régné bien trop longtemps. Les agressions répétées contre les citoyens et les policiers, combinées à l'indulgence excessive de la justice à leur égard, rendaient une intervention urgente. Urgente? Oui, c'était bien le mot, et cette anecdote le prouve clairement. À l'apogée des Peaky Blinders, on raconte qu'une bande armée de ceintures à boucles et de couteaux s'en prit à un homme pour le poignarder presque à mort, avant de le rouer de coups sans la moindre pitié. L'un des témoins de la scène déclara par la suite qu'il fut lui-même poignardé par des membres de la bande en sortant du tribunal. Le chef de la bande, qui n'était autre qu'un Peaky Blinder, fut arrêté, mais étonnamment, il ne reçut qu'une peine de 2 mois de prison. Face à la pression populaire croissante, il n'est pas surprenant que le gouvernement ait décidé d'agir. Peu après, il prit en main l'affaire et nomma Rafter à la tête des forces de l'ordre de Birmingham. Charles Rafter était un chef de police doté de grandes qualités de leadership. Il était reconnu pour l'efficacité de son travail policier, ainsi que pour son attitude toujours claire et sa lucidité. Il avait un fort sens de l'organisation et savait garder son calme, même lorsque la situation devenait critique. Ces qualités lui permirent de rendre les rues de Birmingham plus sûres et de se débarrasser des Peaky Blinders une bonne fois pour toutes. Rafter prit ses fonctions en 1899. Avant d'affronter directement le problème, il étudia en détail la ville de Birmingham et ses caractéristiques. Ensuite, pour mener à bien sa mission,
il veilla à ce que ses hommes soient aussi compétents que possible. Pour intégrer ses rangs, les hommes devaient être intelligents, déterminés, courageux, physiquement forts, capables de se battre et connaître parfaitement les lois régissant les arrestations. Rafter entama sa tâche, mais malheureusement, ses premières années de service à Birmingham n'eurent pas les effets escomptés. Une grave pénurie d'effectifs persistait, et les attaques contre la police restaient aussi fréquentes qu'auparavant. Rien qu'en 1899, 9 policiers furent mis hors d'état de nuire à la suite d'agressions commises par les Peaky Blinders. En 1901, Birmingham enregistra plus de 500 agressions contre des agents de police. L'anarchie continuait de régner dans la ville, et la nomination de Rafter comme chef de police ne suffit pas à inverser la tendance. Les Peaky Blinders restaient un problème constant. Finalement, il fallut attendre le début des années 1910 pour que les Peaky Blinders soient définitivement éradiqués. Comment cela s'est-il produit? En réalité, plusieurs facteurs ont contribué à leur disparition. Tout d'abord, il y avait Rafter et ses hommes, qui jouèrent un rôle crucial dans l'élimination des Peaky Blinders. Grâce à leur courage et à l'augmentation de leurs effectifs, la délinquance juvénile commença à diminuer progressivement, jusqu'à l'extinction totale des Peaky Blinders. Un autre facteur décisif fut le soutien courageux des citoyens respectueux des lois envers Charles Rafter. Ces derniers, lassés et irrités par le règne de terreur des Peaky Blinders, décidèrent de témoigner contre eux, malgré les intimidations qu'ils subissaient. Puis, l'indulgence des juges envers ces jeunes voyous prit fin. Certains Peaky Blinders furent condamnés à des peines sévères et exemplaires, allant jusqu'à la réclusion à perpétuité. C'était une première à cette époque. Ensuite, le développement de clubs pour jeunes contribua également à la diminution de la criminalité. Arnold Pinchard, un ecclésiastique de Birmingham, fut l'un des pionniers de cette initiative. À la fin du 19e siècle, Pinchard ouvrit un club pour jeunes, offrant à la nouvelle génération un moyen de se divertir après le travail. Certains Peaky Blinders y jouaient aux cartes, aux dames ou aux dominos, mais ce qui attirait le plus les jeunes, c'était sans aucun doute la boxe. Beaucoup d'entre eux étaient déjà habitués aux bagarres de rue, et grâce à Pinchard, qui organisa des compétitions seulement 2 mois après la fondation du club, ils purent enfin pratiquer ce sport dans un cadre structuré. À travers la boxe, ces jeunes apprirent la discipline, le respect, et purent participer à une activité moralement positive. En plus de la boxe, le football gagna aussi en popularité parmi les jeunes de l'époque. Des ligues, comme la Junior and District League, furent créées, offrant aux jeunes l'opportunité de s'occuper de manière plus saine et encadrée. On peut également mentionner les salles de cinéma et d'autres types de divertissements qui permirent aux jeunes de s'éloigner de la rue. De plus, l'école, qui dès 1906, grâce aux réformes du gouvernement, commença à mieux prendre en charge l'éducation des enfants, leur offrant un soutien médical, l'accès à la nourriture et au logement. En résumé, la lutte contre la criminalité à Birmingham, combinée à l'aide sociale pour les jeunes, permit à la ville de retrouver en partie sa gloire d'antan. En 1914, les Peaky Blinders étaient, pour ainsi dire, de l'histoire ancienne. La plupart d'entre eux finirent par s'enrôler dans l'armée et servir durant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, peu en revinrent, et ceux qui eurent la chance de survivre étaient désormais plus âgés et plus disciplinés. Certains fondèrent une famille et, avec le temps, reprirent une vie normale. Cependant, après la Première Guerre mondiale, la police continua de lutter contre les bandes de rue. Certains Peaky Blinders, de toute évidence, ne laissèrent pas derrière eux la période de l'entre-deux-guerres et poursuivirent une vie criminelle. Beaucoup rejoignirent les rangs d'un certain Billy Kimber, chef de la célèbre bande de Birmingham, connu pour avoir terrorisé les hippodromes en Angleterre dans les années 1920. Partie 3. La bande de Birmingham de Billy Kimber. Souvenez-vous, au début, je vous ai dit que dans l'histoire, il n'existait pas de véritable famille Shelby. Pourtant, cette affirmation n'est pas tout à fait exacte. En réalité, il y eut une famille qui ressemblait beaucoup aux Shelby dans le Birmingham des années 1920, la famille Sheldon. 2 noms très proches, n'est-ce pas? En fait, il y a une explication simple à cela. Stephen Knight, le créateur de la série, avait un père dont les oncles appartenaient à une certaine famille appelée les Sheldon. Une famille qui, selon certains récits, aurait dirigé Birmingham d'une main de fer dans les années 1920.
Certains membres de la famille Sheldon étaient connus pour leur implication dans des activités criminelles, notamment dans le domaine des jeux d'argent. Pour la série, Steven Knight a choisi un nom similaire à celui des Sheldon, et c'est ainsi qu'est née la famille Shelby. Mais que savons-nous réellement des Sheldon? En réalité, pas grand-chose. Cependant, quelques informations permettent d'en savoir un peu plus sur cette famille étrangement liée aux Shelby. Les Sheldon étaient une famille nombreuse vivant à Birmingham dans les années 1920. Ils résidaient dans une maison de Whitton Street, au bout de laquelle se trouvait le véritable pub Garrison. Contrairement aux autres membres de la famille, 3 des frères John, Samuel et Joseph choisirent la voie de la criminalité. À cette époque, les Sheldon étaient connus pour être des criminels violents, impliqués dans des émeutes, des fusillades et, entre autres, l'une des pires guerres de bandes de l'histoire de Birmingham. Tout comme les Shelby, ils avaient des affaires dans les hippodromes de la ville. Cependant, leur territoire était limité à Birmingham, et ils ne parvinrent jamais à étendre leur influence au reste de l'Angleterre. Pour trouver un gangster plus influent qu'eux à cette période, il fallait se tourner vers un autre personnage, William Billy Kimber, le chef de la bande de Birmingham. Contrairement aux Sheldon, Kimber opérait à l'échelle nationale, étendant ses activités criminelles bien au-delà des frontières de la ville. Contrairement à ce que montre la série, Kimber n'était pas un homme de petite taille ni originaire de Londres. En réalité, il était né dans le quartier de Summer Lane, à Birmingham. Homme fort et charismatique, Kimber devint le chef d'une redoutable bande de voyous, connue sous le nom de Birmingham Gang, également appelée les Birmingham Boys. Ce n'était pas une organisation criminelle structurée comme la mafia, mais plutôt un groupe de loupards turbulents qui se réunissaient occasionnellement et qui, lorsqu'ils le faisaient, formait une force redoutable. Sa bande fut active des années 1910 jusqu'aux années 1930, étendant son influence de Londres jusqu'au nord de l'Angleterre. Durant ces années, Kimber était considéré comme le plus grand chef du crime au Royaume-Uni, un gangster qui ne craignait personne, mais qui inspirait la peur à beaucoup. À ses débuts, il gagnait sa vie sur les hippodromes, en se livrant à des raquets de protection et à des magouilles de paris. Avec le temps, il devint un homme d'affaires légitime. Il construisit son empire en s'appuyant sur la peur et l'intimidation. C'est ainsi qu'il tenta de conquérir le sud de l'Angleterre en étendant ses activités de chantage sur les hippodromes. Cependant, en se rapprochant du sud et plus particulièrement de la capitale, il se heurta à plusieurs obstacles. En effet, pour prendre le contrôle des opérations des hippodromes de Londres, Kimber envoya ses hommes sur place. Là, ses sbires s'en prirent à des bookmakers reef, situés dans le quartier de l'East End. Les racketteurs les extorquaient et tentaient de soutirer encore plus d'argent que ce que les victimes leur devaient déjà. Et, bien souvent, lorsque les victimes refusaient de payer, elles étaient violemment lynchées. Ce fut le cas d'Alfie Solomon, un bookmaker juif de Londres, qui n'allait pas se laisser faire aussi facilement. Alfie Solomon, le véritable, était un juif dont la famille vivait en Angleterre depuis plusieurs décennies. Contrairement à ce que montre la série, il n'était pas un immigré récent ayant fui les pogroms antisémites de l'Empire russe. Alfie Solomons devint bookmaker sur les hippodromes après l'armistice de 1918 et le retour de la paix. Il exerçait cette activité à Londres. Tout allait bien pour lui, jusqu'à ce que Kimber et ses hommes descendent dans le sud du pays pour étendre leurs opérations. Les choses commencèrent réellement à se compliquer lorsque Solomon décida de ne pas se laisser intimider par la bande de Birmingham. En résistant, Solomons fut cruellement battu, puis piétiné. Lorsqu'on le retrouva, son visage était en sang et il lui manquait plusieurs dents. Une agression que certains qualifieraient d'anodine. Mais cet incident allait marquer le début d'une guerre des gangs entre le Nord et le Sud. En effet, après avoir été sauvagement attaqué par la bande de Kimber, Solomon chercha de l'aide auprès d'une puissante organisation opérant dans le sud de l'Angleterre, la bande de Sabini, dirigée par Darby Sabini, qui apparaît également dans la série. Sabini était le parrain de la mafia sicilienne à Londres à cette époque. Sa famille, les Sabini, dominait les bas-fonds et les hippodromes du sud de l'Angleterre pendant une grande partie du début du XXe siècle. Pour bâtir sa mafia, on raconte que Darby Sabini fit venir plus de 300 hommes de main de Sicile dans la capitale britannique. Il devint un véritable padrino dans son quartier, offrant une justice à certaines personnes, résolvant des conflits internes et protégeant l'honneur des jeunes femmes, comme Kimber,
Sabini était imposant et ne craignait personne. Ce fut après l'agression de Solomons que Sabini décida de déclarer la guerre à Kimber et à sa bande. C'était le Nord contre le Sud, une rivalité qui devint connue sous le nom de « Guerre des hippodromes » de 1921. Cependant, cette lutte pour le contrôle des hippodromes anglais ne désigna aucun vainqueur clair, même si la bande de Sabini réussit, plus ou moins, à prendre l'avantage. Kimber et Sabini finirent par conclure une trêve, et tous deux poursuivirent leurs activités d'extorsion dans leurs territoires respectifs. Mais pas pour très longtemps, car à la fin des années 1920, la police décida de s'impliquer et fit tout son possible pour éradiquer les maisons de jeu sur les hippodromes du pays. En conséquence, Sabini fut contraint de réorienter ses activités. Quant à Kimber, il partit aux États-Unis pendant un certain temps, avant de revenir en Angleterre pour continuer ses affaires, mais à une échelle moindre. Au final, les racketteurs d'Angleterre dans les années 1920, les criminels des hippodromes et les Peaky Blinders des années 1890 à 1910 n'avaient rien de glamour. Kimber était un maître chanteur qui bâtit son pouvoir par la violence et la peur. De plus, il fut infidèle à sa première épouse et abandonna ses enfants à une vie de pauvreté. Sabini, tout comme Kimber, acquit sa richesse par la force et fut, tout au long de son règne, un homme méprisable. Alfie Solomons, bien que moins influent que Kimber et Sabini, était tout aussi cruel, notamment lorsqu'il tua un homme à la suite d'une simple dispute. Quant aux frères Sheldon, ils étaient connus pour être des vauriens qui fuyaient systématiquement les affrontements équitables. En résumé, on peut dire que tous ces gangsters partageaient les mêmes caractéristiques que les Peaky Blinders de la fin du 19e siècle. Violents, vicieux, sadiques, immoraux, lâches en combat et indignes de respect. En fin de compte, ce ne sont pas eux qui doivent être admirés, comme la série veut nous le faire croire, mais bien ceux qui eurent le courage de leur faire face. Quand je dis cela, je parle évidemment des habitants pauvres de Birmingham qui tentèrent de rester honnêtes et de ne pas sombrer dans la violence, à une époque où les Peaky Blinders régnaient sur la ville. Je parle de tous ces policiers qui eurent le courage d'affronter ces bandes de voyous, au péril de leur vie. Les véritables héros, ce sont eux. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.